Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Smart Education. Smart Education, c'est votre rendez-vous quotidien consacré à la formation, aux nouveaux métiers, aux nouvelles pédagogies. C'est le rendez-vous qui donne un futur à la nouvelle génération. Le ministère de l'Agriculture a publié des chiffres très encourageants sur l'enseignement agricole pour la rentrée 2022, montrant un regain d'intérêt des élèves pour les filières agricoles. Alors nous allons donc revoir avec mon invité Frédéric Chassagnette pourquoi les lycées agricoles attirent de plus en plus d'élèves. Frédéric Chassagnette, vous êtes co-secrétaire général du SNETAP FSU, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public. Bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler du lycée agricole. Lycée agricole, je pense que tout le monde ne sait pas vraiment ce que ça veut dire, qu'est-ce qu'il y a derrière. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques éléments de définition ? Alors, éléments de définition, les lycées agricoles sont des lycées qui ne sont pas des lycées de secteur, qui s'adressent possiblement à des élèves sur tout un département, voire pour les élèves qui sont dans l'enseignement supérieur de toute une région, voire au-delà. D'accord. On forme des jeunes de la 4e jusqu'au BTS. Et on offre sur le lycée les 3 voies de formation, c'est-à-dire formation générale, formation technologique et formation professionnelle. D'accord. Donc en fait, c'est pas forcément un lycée professionnel qui se spécialise. Non. Et la spécificité aussi, c'est que est-ce que ça va enseigner différentes matières liées à différents secteurs agricoles, ou alors il va falloir choisir son lycée agricole en fonction de ce qu'on veut faire comme métier ? Alors, oui et non. D'accord. Les lycées agricoles ont une particularité, c'est que quand ils ont été mis en place, ils se sont mis en place en prise directe avec en fait les productions et les besoins territoriaux qui étaient leur lieu d'implantation. Okay. Voilà. Donc moi, si je vous prends un exemple, si on prend le lycée de Tours, qui est mon lycée, on va faire aussi bien de la production viticole que de la production agricole à travers de l'élevage, voire pourquoi pas de la polyculture élevage. Mais on va faire également de l'aménagement paysager. Et ce que l'on sait moins également, c'est que les lycées agricoles, c'est également eux qui forment au métier de la nature. Et il y aura certainement, par rapport au regain d'intérêt, par rapport aux générations actuelles et à venir, cet élément-là qui est très important et qu'il faut comprendre. En gros, les métiers de l'eau, c'est nous. Les métiers de la forêt, c'est nous. Et la gestion de la forêt, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Est-ce que c'est une formation d'ingénieur ou Alors, ça peut ouvrir sur une formation d'ingénieur, sachant que dans les lycées, on fait toute la partie jusqu'au supérieur court, c'est-à-dire les 2 années derrière le bac. Oui. Et après, on s'arrime avec un IUT, une fac, voire des écoles préparatoires. Et l'enseignement supérieur agricole existe aussi, donc avec des écoles d'ingénieurs, par rapport à ce que vous disiez. D'accord, donc un cursus qui peut aller de la 4e jusqu'à l'emploi. Jusqu'à l'emploi, sur des bacs plus 5, 6 ou 7. Et pourquoi, selon vous, il y a ce regard d'intérêt ? Qu'est-ce qui a évolué durant les dernières années qui attire autant les élèves ? Alors, on est dans une période où on est un petit peu à la croisée des chemins. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les enjeux sur cet outil de formation, et moi je vous parlerai davantage de l'outil public évidemment, c'est qu'on est en prise avec tous les grands défis de notre début de 21e siècle. Défis environnementaux, c'est pour ça que je vous parle de nature, défis alimentaires, à revenir à la production agricole, et ce sont nos lycées qui sont au cœur de ces défis. Donc il faut peut-être davantage chercher ce qui a toujours été le cas, mais qui se marque peut-être de façon plus forte par rapport à ces générations qu'on va appeler génération climat, cette prise avec la nature. Moi, j'insiste sur cet aspect-là, parce que parfois, on confond un peu le doigt et la lune. On nous parle de formation de plus en plus connectée, etc., ce qui est vrai. Et en même temps, les jeunes qui viennent chez nous, c'est d'abord des jeunes qui veulent être au contact de la nature. Au contact du terrain. Tout à fait. Qu'est-ce que vous remarquez aussi comme spécificité en termes de classe ? Est-ce que les profils sont différents ? Oui, on a eu des évolutions. J'en marquerai 2. Une première sur la présence femmes-hommes, on pourrait le dire comme ça. Donc, on avait un certain déséquilibre avec des métiers qui étaient plus masculins. Oui. On a eu, depuis les années 90, je le daterai à peu près de ces années-là, un rééquilibrage progressif. Et là, d'une année sur l'autre, on est à 49-51. Oui. D'accord, donc c'est presque équivalent. Oui, tout à fait. Alors après, avec des différences d'une formation à l'autre, on va avoir des formations qui, par exemple, touchent au service en milieu rural, donc service à la personne, là, qui vont être plus féminisées.
Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder un peu le cœur de métier. Et moi, par exemple, j'enseigne en BTS, je forme de futurs éleveurs. Actuellement, j'ai plus de filles en face de moi que de garçons. Je les ai eues ce matin en cours. Et vous disiez qu'il y avait un deuxième aspect. Et deuxième aspect, on va avoir également, alors là, là aussi, si on se recentre sur les futures installations agricoles, les futurs producteurs, on a une réduction qui suit le sens de l'histoire malgré tout, du nombre de jeunes issus directement d'une famille d'agriculteurs. D'accord. Donc aujourd'hui, on est rendu à 10%. Il y a une vingtaine d'années, quand je suis rentré dans l'enseignement, on était à 20%. Mais ça, c'est plutôt positif parce que ça veut dire que ça concerne... Ça rejoint notre discussion, c'est-à-dire que d'un métier de reproduction sociale, comme ils le sont pour partie un petit peu chacun, ici, on se retrouve effectivement avec de plus en plus de jeunes qui s'installent hors cadre familial, on va le dire comme ça. On a plusieurs acronymes, je vais vous les passer. Et donc, ça démontre le dynamisme. Voilà, ça démontre le dynamisme et ça explique aussi. Mais en même temps, c'est plus exigeant. Ça veut dire que vous vous installez dans un contexte où il va falloir créer votre propre entreprise, parce que c'est de ça dont il s'agit, sans forcément avoir les terres de vos parents, l'erreur est plus fatale. etc. Oui, et en tout cas, il faut, et là il y a des exigences sur lesquelles l'État est encore un peu en retard, des exigences de loi foncière, d'accès à la terre, d'accompagnement, y compris à l'investissement par rapport à ces jeunes qui s'installent. Et on attend une grande loi d'orientation agricole, alors qui nous est promise sur le début de ce nouveau quinquennat, qu'on a attendu pendant 5 ans. Et ça, c'est très important, parce qu'il faut les accompagner, ces jeunes. Voilà. Parce que tout ça, c'est une progression qui est sans pédagogie forcément de votre part. C'est vraiment l'actualité, l'évolution du monde qui fait que ces personnes-là... Je dirais 2 choses. Ce qui est indépendant de nous, par exemple, c'est la période qui a été très révélatrice, mais de mouvements qui étaient déjà à l'œuvre. La période qu'on a connue de confinement, de Covid, par exemple, s'est traduite très clairement par une volonté d'une partie de la population, alors sans forcément que les moyens en termes de pouvoir d'achat suivent toujours, mais de relocaliser son alimentation. Donc là, c'était déjà des aspirations qu'on voyait dans nos formations, notamment par exemple dans le domaine du maraîchage, avec de plus en plus de jeunes qui voulaient se réinstaller, revenir à la terre. Et là, peut-être parfois avec des accès à la terre qui devraient être plus simples parce que de petites structures. Mais ce n'est pas toujours le cas. Même parfois pour 3-4 hectares, récemment, un jeune témoignait en Alsace du fait qu'il était en train quasiment de renoncer à son installation en maraîchage en Alsace, en maraîchage bio, parce qu'il n'arrivait pas à accéder à la terre. Donc là, on a un vrai gros sujet. Donc ça, c'est, je dirais, le contexte général. Et en même temps, nos formations en tant que telles, elles se sont beaucoup renouvelées depuis maintenant une trentaine d'années, avec un certain nombre de plans, alors je vais vous en citer quelques-uns, mais du type enseigner à produire autrement. Et on pourrait même aller au-delà. C'est produire autrement, c'est transformer autrement, c'est consommer autrement. Voilà. Qui se sont actualisés aux questions contemporaines. Tout à fait. Et donc là, on a une prise, effectivement, quand les jeunes viennent nous voir, avec des éléments qui connectent par rapport à ce à quoi ils aspirent. Les conséquences de cette hausse, alors justement, vous avez commencé à en parler, mais déjà en termes d'enseignement, est-ce que toutes les structures d'enseignement peuvent faire face à cette hausse d'élèves ? La réponse est non. Et justement, qu'est-ce qu'il faudrait faire donc ? La réponse est non. Alors, on est sur les 4 ans qui sont passés. On pourrait dire qu'on a été sur des injonctions paradoxales. C'est-à-dire, pas de moyens en rapport pour accompagner justement le déploiement et le nombre de places, en fait, dans nos établissements, en dépit de discours qui nous flattent et qui sont réels aussi, de dire c'est une pépite, ça se passe bien, on a du potentiel, etc. On a accompagné, par exemple, et ça a été un très bon point pour le ministère de l'Agriculture, une grande campagne de communication, y compris sur les réseaux sociaux, etc., qui n'est pas pour rien, d'ailleurs, sur ces résultats également. Donc ça fait partie des éléments, on va dire, des points forts. En revanche, il est extrêmement frustrant quand vous avez capacité, y compris dans le cœur de métier, je vous parlais tout à l'heure d'installer des éleveurs, on sait que ce n'est pas toujours des secteurs qui renouvellent facilement à l'installation, eh ben, il n'est pas normal que pendant 5 ans, on porte un projet d'ouverture d'une classe, par exemple, à Nantes, dans l'Ouest, pour installer des éleveurs, projet porté par tout le monde, tous les élus, quel que soit leur bord politique,
et des moyens qui n'étaient pas en rapport et qui ne permettaient pas. Donc non pas votre projet n'est pas de qualité, ça n'est pas viable, mais nous ne sommes pas en capacité aujourd'hui d'ouvrir. Ça a mis 5 ans. Et quand on observe qu'est-ce qui s'est passé au bout de 5 ans pour que finalement ça fonctionne, alors déjà il faut une grande résilience de la part des équipes, vous voyez, qui persistent. C'est pas évident pendant 5 ans de croire à son projet, sachant que chaque année on le renvoie, non pas parce qu'il n'y a pas les jeunes, mais parce qu'il n'y a pas les moyens pour ouvrir. Eh ben, ça a ouvert parce que sur la dernière année du quinquennat qui s'achevait, alors est-ce qu'il y a une coïncidence par rapport au fait que c'était la campagne présidentielle qui s'enclenchait? Je n'en sais rien, mais il y avait un plan de réduction d'emplois, et la dernière année, ils ont réduit un peu moins que ce qui était prévu. Alors un peu moins. Ce qui a permis de libérer des emplois. C'est très concret. 90 et quelques, je vous passe les chiffres, 90 emplois qui n'ont pas été supprimés, donc qui ont été redéployés en termes de moyens, 30 classes d'ouvertes sur toute la France, ce qui est peu, hein. Oui, mais parmi, toute la France. Mais parmi ces 30 classes, vous aviez ce bac pro qui permet de former des éleveurs à Nantes. Voilà. Et ce n'est pas pour solde de tout compte. Cette année encore, je continue d'être un petit peu dans notre grand bassin parisien. Je vous prends un exemple à Laval. À Laval, ils auraient pu dédoubler leur classe, là aussi pour installer des éleveurs, toujours. Et ils n'ont pas pu le faire. Vous voyez, donc là, on a réellement un besoin de planification. C'est un terme qui est à la mode. On a d'ailleurs une première ministre qui en est en charge. Il nous a dit, et nous on y souscrit pleinement, que chaque ministère doit prendre sa part. Ministère de l'Agriculture, sur la partie enseignement, il a plus que sa part à prendre. Vu que ce que je vous disais, c'est qu'on était en prise directe avec des défis de notre société. On a la COP27 en ce moment, Bien etc. Et très clairement, alors on a eu un petit espoir. Le président avait fait un discours, qui est d'ailleurs toujours en ligne sur le site de l'Élysée, un discours présidentiel, qui disait qu'il faut enclencher la mécanique dès 2023 et ça se traduira dans le budget. On a été déçus. Dans le budget 2023, la seule chose qu'on a obtenue, entre guillemets, c'est qu'il n'y ait plus de suppression d'emplois. C'est déjà ça. Mais au mieux, vous maintenez votre structure. Donc, pour répondre à votre question, ça veut dire que partout, alors ça n'est pas partout, mais partout où on peut avoir des jeunes qui frappent à la porte en plus grand nombre, on n'est pas forcément en capacité. Et encore aujourd'hui de les accueillir comme on devrait. Et ça, nous, dans le service public, ça nous... Bien sûr, alors vous êtes sur le service public et il nous reste 1 minute pour répondre à cette question, mais du coup, est-ce que l'enseignement privé va permettre d'équilibrer et de faire le poids ? Pas davantage, dans la mesure où eux aussi sont pour l'essentiel soumis à ce même budget dont je vous parlais. Et même si l'enseignement public a été, on va dire, touché un petit peu plus fortement, je sais pas moi, 40 suppressions d'emplois dans le public, 30 dans le privé, pour vous donner un petit peu les étiages chaque année, c'est ces écarts-là, il n'empêche qu'ils ont été touchés également. Donc non, on est tous soumis à la même réalité. Dans ma région, en région centre, on a projeté pour la rentrée prochaine les possibilités d'ouverture. La direction régionale de l'agriculture a indiqué qu'en l'état de moyens qui restent constants mais qui n'augmentent pas, l'ensemble des projets du public comme du privé avaient un avis défavorable. Merci beaucoup d'avoir répondu à toutes nos questions, nous avons éclairé sur le lycée agricole. Je rappelle, Frédéric Chassadiette, que vous êtes co-secrétaire général du SNETAP FSU, le syndicat national de l'enseignement technique agricole public. Et quant à nous, je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve bientôt pour un prochain numéro de Smart Éducation. Merci à vous.